Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Alors aujourd'hui, j'ai un invité qui est Ariane Gerber. Bonjour. Bonjour. Alors Ariane Gerber va nous parler de Ariana, pardon. Ariana Gerber va nous parler de psychophobie. Elle est elle-même une survivante de la psychiatrie et donc on va discuter du courant anti-psychiatrie, etc. Et comme je disais avant de commencer l'épisode avec elle, c'est un sujet que je connais vraiment pas bien, donc je vais découvrir avec vous. Moi, j'ai fait des études de psychologie il y a au moins ça me rajeunit pas, mais à l'époque, c'est vrai qu'on mentionnait un peu le courant anti-psychiatrie, mais pas tant que ça finalement, quoi. Dis-nous-en un peu plus sur qui tu es d'abord et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet. Oui, bien sûr. Alors pour commencer, moi je me situe donc du point de vue d'une personne qui a subi la psychiatrie. Donc je vais me définir d'abord en tant que psychiatrisée et aussi en tant que survivante de la psychiatrie parce que je suis encore aujourd'hui en vie pour pouvoir en parler et pouvoir la critiquer. Et donc, en fait, avec un parcours de vie qui a été psychiatrisé, j'ai pu faire une expérience de la psychiatrie qui a réellement bouleversé ma vision de tout un tas de choses. Et donc, suite à ce vécu donc j'ai moi-même eu, mais que j'ai aussi expérimenté au travers de la propre psychiatrisation de ma sœur, je me suis posé tout un tas de questions. Et pour essayer d'y répondre, je suis allée chercher directement du côté des sources universitaires. Donc là, j'ai commencé à essayer d'opérer un travail autodidacte plus universitaire, donc avec particulièrement donc les lectures de Foucault, donc les cours au Collège de France de Foucault, et puis son livre de référence, L'histoire de la folie à l'âge classique. Je vais peut-être aussi ajouter que donc suite à ce parcours donc de recherche pour essayer de comprendre un petit peu ce qui m'est arrivé et comment on peut expliquer toutes les dynamiques dans lesquelles j'ai été plus ou moins malmenée, je me suis en parallèle lancée un petit peu dans une lutte plutôt militante où pour le coup là j'ai essayé justement de croiser à la fois cette colère vis-à-vis des violences que j'ai pu vivre en psychiatrie et les connaissances que je commençais à compiler petit à petit de l'autre côté. Et donc là-dessus, j'aime bien effectivement juste me définir militante et vulgarisatrice anti-psy, parce que du coup, politiquement aussi, je me suis de plus en plus positionnée radicalement sur cette question de la psychiatrie et plus généralement sur la question de la santé mentale. Et je pense que là-dessus, on pourrait y revenir. Oui, donc quand je t'ai contacté, la question, il y a le terme de psychophobie versus, pas versus, mais on parle aussi d'antipsychiatrie. Bon, l'antipsychiatrie, je vois un peu mieux ce que c'est, parce que forcément, j'en ai quand même entendu parler dans mes cours. Mais c'est quoi la psychophobie et comment ça se positionne par rapport à l'antipsychiatrie, comment les deux concepts s'articulent? Alors oui, la psychophobie, je vais déjà donner une définition assez simple. C'est une forme de discrimination et d'oppression à l'encontre de personnes catégorisées comme souffrant de troubles psychiques. Et en ce sens, donc, elle fait partie de ce que l'on appelle le validisme, qui est là une forme plus générale de discrimination à l'encontre des personnes handicapées, vraiment plus généralement. Et donc ça repose sur l'idée selon laquelle il y aurait donc une norme sociale, celle de la personne valide, donc en pleine possession de ses moyens, de son corps, etc. Et le truc que moi je voulais voir avec toi aujourd'hui, c'est justement cette question des limites de la définition de la psychophobie. Et c'est là où on va pouvoir entrer sur la question de l'articulation avec l'antipsychiatrie. C'est parce qu'en fait, selon moi, et ça c'est une posture politique antipsychiatrie, il y a une réelle limite dans cette définition de la psychophobie parce que cette définition repose sur l'idée que les troubles psychiques ont une réalité médicale au même titre que les affections physiques. Et je pense que ce postulat de départ, il est tout à fait questionnable. On peut questionner cette légitimité d'une telle affirmation. Et selon moi, pour trois raisons. La première, c'est que si on se penche sur l'histoire du fondement des connaissances psychiatriques, on peut d'ores et déjà douter de la validité scientifique de la psychiatrie, qui selon moi donc est une pseudo-science d'un point de vue épistémologique. Deuxièmement, parce que son objet de recherche n'est pas bien défini. Et la psychiatrie le dit elle-même, notamment dans ses DSM, donc les manuels diagnostiques des maladies mentales, en sachant que le DSM, on parle bien ici d'une classification américaine, mais on parle aussi de la CIM, donc la classification des maladies mentales, cette fois-ci de façon plus internationale. Donc ça, c'est pour l'objet de recherche. Et troisièmement,
il y a aussi une controverse autour de l'effectivité même de la psychiatrie. Et donc là-dessus, par contre, je renverrai davantage à la table ronde que l'on a menée avec Pedro Sancho et avec Vous avez le droit, donc Sébastien Kenvé. Donc là, c'était en avril, la vidéo n'est pas encore sortie, mais on a fait effectivement une introduction sur ce que c'est que l'antipsychiatrie. On revient sur l'impasse du modèle biomédical en psychiatrie. Oui, c'est vrai que c'est des débats qui agitent la communauté scientifique, mais c'est vrai que est-ce que rapidement tu pourrais dire pourquoi est-ce qu'on pense que certaines personnes considèrent la psychiatrie comme pseudo-scientifique? Quels sont les problèmes épistémologiques spécifiques selon toi liés à la psychiatrie? Donc sur le point de vue épistémo, en fait, moi j'ai commencé cette découverte de ce fondement des connaissances psychiatriques grâce à Foucault, qui lui-même en fait a réalisé tout un travail d'archives où il est allé chercher un petit peu durant la période classique l'ensemble des ressources médicales de l'époque. Donc on va se situer au niveau c'est 17e siècle, c'est tout neuf, mais ça va être vraiment au 18e siècle que vont s'articuler en fait tout un tas de concepts que lui va réussir un petit peu à voir émerger au travers de l'ensemble de ces archives. Et ce que l'on observe, c'est qu'il y a, et là je vais essayer vraiment de grossir le trait, parce que l'histoire de la folie, c'est plus de 600 pages, donc ça va être très compliqué de tout résumer. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que d'après Foucault, quand on regarde comment s'est fondée la psychiatrie, en sachant qu'elle s'articule sur déjà une première, disons, discipline médicale, une première. Mais est-ce qu'on dit à ce moment-là, c'est pas tout à fait une. Bon, si, on va dire que c'est une discipline déjà médicale à l'époque, celle de l'aliénisme. Elle vient s'ancrer d'abord dans cette médicalité, et une médicalité de quoi? De la folie. Mais plus spécifiquement, de la folie en tant que déraison, en tant qu'absence de raison. Et donc, là je parle donc du coup de l'objet, de ce qu'est la maladie mentale, ce que sont que les troubles mentaux. En fait, la recherche de la psychiatrie, mais donc avant elle, de l'aliénisme, c'est la recherche de ce qui est absence de raison. Donc en fait, il y a dès le départ une volonté de définir l'absence de quelque chose. On essaye d'identifier ce qui n'est pas nous. On essaye, et alors tout ça, bon, ce qui n'est pas nous. Ce qui n'est pas nous en tant qu'être de raison. Et donc, dès lors, construire tout un ensemble de classifications. Essayer d'identifier ce qui relève de la déraison. Essayer de traiter ce qui relève aussi donc de la déraison, souvent dans un objectif de ramener à la raison. Eh bien, tout ça, ça se fonde sur déjà une difficulté à définir ce que c'est que la raison et ce que c'est que la déraison. Et tout ça va se jouer donc au XVIIIe siècle avec donc avant tout, non pas une reconnaissance de la déraison, mais une dénonciation de ce qui ne semble pas être raisonnable. Et à partir de là, donc à partir de cette opposition, que l'on peut appeler très simplement l'opposition entre le sain d'esprit et le malade de l'esprit, donc le malade mental, on va voir s'opérer un ensemble. Donc, c'est pas encore très clair au début, au XVIIIe siècle, enfin 17e, 18e, parce que on a une différence entre la pratique et la théorie. Les médecins qui pratiquent, ce ne sont pas ceux qui théorisent. Et donc, on a renvoyé dos à dos des médecins qui vont se situer dans les hôpitaux, dans ce qu'on appelle l'hôpital général en France, qui est le lieu où on a enfermé tout individu ayant des comportements jugés immoraux. Qui donc l'hôpital général à ce moment-là, ce n'est pas un lieu de soins, c'est réellement un lieu d'enfermement. Et en parallèle, nous avons des médecins qui étudiaient ce que pouvait être la folie, comment la classifier, comment la reconnaître, etc. Et donc avec toute une influence, on va dire, oui, sous l'influence des classifications telles qu'on les a connues, par exemple, avec les plantes, en fait. C'est comme ça que ça s'est fait, c'est-à-dire que la classification que l'on a des maladies mentales aujourd'hui, elle est vraiment issue de toute une histoire des classifications des espèces.
Et en fait, au bout d'un moment, il va y avoir un croisement de cette recherche classifiante de ce qui est anormal avec cette reconnaissance que des individus sembleraient anormaux au regard de la société, de ce que l'on attend d'un individu normal. Et à partir de ce croisement, va pouvoir exister non pas une maladie physique, puisque au départ, la folie est une maladie physique, mais une maladie de l'esprit. Et donc, pour essayer de donner un petit peu le contexte, c'est-à-dire que pendant très longtemps, depuis l'Antiquité, on a toujours considéré que les comportements anormaux, les comportements immoraux, donc très souvent on va penser au crime, au délit, mais on n'est pas obligé non plus d'aller jusque-là. Donc, tout ce qui va aller contre les règles de la société, ce qui va dévier des normes sociales et comportementales, va être considéré comme soit relevant du spirituel, du religieux, soit relevé du physique. On va se dire qu'il y a un dérèglement dans le corps qui expliquerait ça. Et ce qui va se passer en fait avec la psychiatrie, c'est qu'au lieu de considérer que toute cette folie, toutes ces anormalités relèvent de quelque chose dans le corps, on va se dire peut-être que ça se situe dans l'esprit. Et c'est vraiment ce basculement de cette conception corps à esprit qui marque le début de la psychiatrie par rapport aux théories aliénistes. Mais les théories aliénistes, bien évidemment, avaient déjà commencé le travail. Oui, donc effectivement, le problème, c'est qu'on se retrouve face à des entités. Voilà, il n'y a pas de. Enfin, c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de troubles psychiatriques et plus de maladies psychiatriques. Tout à fait. Il n'y a pas vraiment de. Enfin, bon, après, les neuropsychologues essaient toujours, ou les neuropsychiatres essaient toujours de trouver des origines. Oui. Cérébrales à certains troubles, mais c'est pas forcément gagné non plus. Ah bah non, mais ça fait des années et des dizaines d'années qu'ils sont dans l'impasse. Le modèle biomédical fait chou blanc, puisque jusqu'ici, en fait, ce qui semble avoir été découvert, c'est plus des... Comment dirais-je, c'est plus le fruit du hasard, c'est plus le fruit du hasard que de réelles théories qui semblent obtenir ensuite en pratique une légitimité, une validité, quoi. Et donc oui, peut-être qu'on peut conserver peut-être certaines victoires sur le plan, je sais pas moi, par exemple des biomarqueurs, mais qu'est-ce qu'on en fait ensuite de ces biomarqueurs? On n'en fait pas forcément grand-chose, et ils ne permettent pas non plus d'améliorer ou d'affiner des diagnostics. Mais le problème, d'ailleurs, se pose aussi sur la question même du diagnostic, qui de plus en plus est controversé et ne remplit pas lui-même, c'est-à-dire, enfin, la fonction diagnostique en psychiatrie ne remplit pas elle-même le rôle que devrait remplir, disons, les diagnostics, enfin, tels qu'on les connaît, en tout cas, les diagnostics dans la santé physique, enfin, dans les affections physiques. Pour ça, moi, j'ai pu lire un document qui revient sur une méthode qu'on utilise en médecine pour étudier de l'efficacité des diagnostics, qui s'appelle la méthode CAPA. Et en psychiatrie, c'est très intéressant d'observer qu'en fait, la psychiatrie échoue à utiliser cette méthode CAPA au regard de ces diagnostics. Et donc, pour valider cette méthode, doit non pas être au niveau des diagnostics, mais au niveau des catégories diagnostiques. Donc, c'est-à-dire que plutôt que de réussir à un test qui observe si on peut faire la différence entre dépression, bipolarité, schizophrénie, prenons les plus connus, eh bien, la psychiatrie, elle, remplit le critère selon lequel il serait possible de différencier les troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles dissociatifs et des troubles neurodéveloppementaux, pour n'en citer que quelques-uns. Et donc rien que ça, déjà, ça démontre d'une certaine faiblesse scientifique, et en tout cas là médicale, de ne déjà pas parvenir à un consensus entre les psychiatres dans leur observation des phénomènes de la folie. Puisque le problème avec la psychiatrie, c'est qu'elle n'a jamais su se libérer de cette observation du fou, alors qu'elle théorise sur la folie. Et c'est pour moi là tout l'enjeu de cet objet qui est mal défini, et que
la psychiatrie elle-même est prête à reconnaître qu'elle ne sait pas définir clairement ce qu'est un trouble mental, clairement parce qu'elle ne sait déjà pas définir ce qu'est la folie, ce qu'est un mental sain d'un mental pathologique. Et quand on lit Foucault, c'est très intéressant de voir que ce que l'on appelle en fait un mental pathologique, c'est... en fait, il y a eu, au moment où on est passé du sain au pathologique dans la question des comportements, c'est un moment où en fait on est passé du normal à l'anormal. Et on a passé, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment la psychiatrie a médicalisé l'anormal en tant que opposé à la norme, à l'anormal en tant que opposé au sain. À partir du moment où la psychiatrie a réussi à calquer la norme, enfin disons, le fait, je ne vais pas dire la sanicité, mais à partir du moment où la psychiatrie a réussi à dire qu'un comportement sain, c'est un comportement dans la norme, alors c'est très évident de dire qu'un comportement qui dévie de la norme est un comportement pathologique. Et c'est uniquement sur cette opération-là que la psychiatrie arrive jusqu'à aujourd'hui à faire accepter l'idée selon laquelle certains de nos comportements, s'ils sont déviants, s'ils sont vicieux, s'ils sont immoraux, s'ils sont marginaux, alors cela relève du dysfonctionnement, d'une problématique médicale qu'il faut guérir et, si pas possible de guérir, en tout cas améliorer la condition de cet individu malade. Oui, tout ça est fascinant, mais je voudrais quand même revenir sur la définition de la psychophobie. Alors, comment tu définis Politiquement, en fait, la psychophobie, elle est portée par cette idée tenace que les maladies mentales, elles existent au même titre que les maladies physiques. Et cette lutte pour la reconnaissance des droits des personnes souffrant de troubles psychiques, elle va s'inscrire dans une reconnaissance de l'autorité du psychiatre et des institutions. Et ça peut pas coller avec l'antipsychiatrie qui, elle, est un mouvement de lutte, alors polymorphe, et ça, je renvoie à la table ronde qui sortira bientôt, parce que je reviens un petit peu sur les grands aspects de l'antipsychiatrie, de ce mouvement de lutte. Mais cette lutte-là, elle s'oppose de base contre les institutions. Et donc, cette antipsychiatrie, quand elle a vu les discours institutionnels de promotion de la santé mentale s'immiscer dans ses propres revendications, au travers de la psychophobie, elle a dû se réaffirmer, en tout cas en France, sous le terme de sanisme. Et donc ça, c'est plutôt le concept que moi je vais porter en tant qu'antipsychiatrie, c'est le concept de sanisme, qui est, elle, une forme de discrimination non pas à l'encontre des personnes atteintes de troubles psychiques, mais à l'encontre des personnes considérées folles, tarées, zinzin, bref, une oppression qui repose sur l'idée qu'il existerait des esprits sains et des esprits malades. Oui, cette oppression tu peux donner des exemples de formes que prend cette oppression? Disons qu'aujourd'hui, ce que l'on va observer dans cette question du sanisme, c'est cette idée selon laquelle les individus, il y aurait des erreurs de jugement de la réalité par des individus parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont un problème pour juger, intellectuellement parlant finalement, parfois pas, parce qu'on va dire aussi que parfois c'est l'empirisme même de l'individu qui pose problème dans son appréciation, dans sa perception de la réalité. Mais dans tous les cas, en fait, cette oppression, elle se joue dans la façon dont l'individu considère la réalité et interprète ses perceptions. Donc, par exemple, le plus simple, le plus évident là, ça va être toute la question de la schizophrénie, par exemple, qui est considérée, et là je vais employer des termes psychanalytiques parce que la psychiatrie n'a jamais réussi à s'en débarrasser, mais les concepts de psychose, en opposition à la névrose, qui est un dysfonctionnement mental, mais qui est encore, qui a conscience qu'il est dans l'erreur, qui a conscience qu'il a un problème avec la réalité. Alors que la psychose, là, on est dans une déconnexion totale
avec la réalité et une non-reconnaissance de cette déconnexion. Et donc la schizophrénie entre dans cette deuxième définition, celle de la psychose, comme étant la grande pathologie de ces individus qui ne voient pas le monde comme la norme, comme la majorité de la population. Donc, un des grands exemples, ça va être un schizophrène qui entend des voix. Donc, l'hallucination, elle n'est pas obligatoire dans la schizophrénie parce qu'on en a une flopée de diagnostics de schizophrénie. Donc, c'est pas dans tous les cas, mais dans ce que l'on connaît le plus de la schizophrénie, donc ça va être ces hallucinations, et elles peuvent être auditives. Et le fait est que entendre quelque chose que d'autres n'entendent pas relève d'un problème pour la psychiatrie, d'un problème mental, d'un problème qui se situe au niveau de l'esprit de ces catégorisés schizophrènes. Sauf que quand on écoute les schizophrènes, mais de la même manière que quand on écoute l'ensemble des personnes qui sont stigmatisées comme folles, eh bien, selon moi, le souci se situe au moment du discours du fou. C'est-à-dire qu'en fait, toutes nos oppressions en tant que psychiatrisés, elles se situent dans la non-reconnaissance de nos discours comme étant des discours raisonnables. Et c'est ce qu'on voit avec les schizophrènes, et ce qui est pourtant complètement paradoxal quand on voit que, je ne sais pas, moi par exemple, des personnes qui ont des acouphènes, prenons juste les acouphènes, ce sont des personnes qui entendent bien quelque chose. Mais là, la médecine physique arrive à dire oui, mais ça se situe dans l'oreille, à cet endroit-là, etc. Donc, le son qui est perçu est bien un son qui est exprimé par l'oreille. Mais dans le cas de la schizophrénie, comme on ne peut pas comprendre, comme on ne peut pas définir physiquement où se situe ce dysfonctionnement-là, eh bien, on préfère le reléguer à la responsabilité même de l'individu qui se tromperait sur sa réalité, sur sa perception de la réalité. Et ça, pour moi, ça c'est vraiment le fondement même de toute pensée saniste, c'est de croire qu'il existerait des individus qui sont dans l'erreur. Déjà, rien que ça pose problème, dans l'erreur, mais qui sont donc dans l'erreur de leur appréciation de la réalité, du fait même de un mauvais ancrage dans cette réalité. Pour donner peut-être d'autres exemples, oui, donc sur cette question du discours déraisonnable, on va souvent donc appliquer cette non-reconnaissance du discours qui serait d'office jugé comme déraisonnable aux dépressifs, dont on considérerait que leur souffrance, leur désespoir est exagéré par rapport à leur situation de vie. Ça peut être le cas aussi, c'est exactement la même chose avec les anxieux, où on considère qu'ils ont une peur, une inquiétude, des insécurités qui sont exagérées par rapport à leur parcours de vie et ce qu'ils peuvent même vivre au quotidien. Et ça, on peut l'appliquer comme ça, on peut y aller, quoi. Les bipolaires, on considère que leurs moments, leurs expressions de joie et de tristesse sont des épisodes bien précis, bien caractérisés, qui s'alternent. Et alors là, pareil, on a du mal à dire comment ça s'alterne, pourquoi ça s'alterne, etc. Mais en tout cas, tout ça semblerait complètement anormal. En fait, les fous, ce sont ceux qui ont des anomalies dans leur vécu, dans leur discours et dans leur comportement. C'est ceux qui dévient obligatoirement de la norme. Et c'est pour ça donc que pendant très longtemps, les personnes trans, et encore jusqu'à aujourd'hui, sont encore reconnues dans la psychiatrie, au travers aujourd'hui de ce que l'on appelle le diagnostic de dysphorie de genre, mais à l'époque, dans une conception plus large de ce que l'on appelait le transsexualisme, avec qui ils avaient aussi, donc bien évidemment à ce moment-là, les homosexuels, qui eux ont pu quitter le DSM assez tard, mais ont pu le quitter, là où les trans, du fait d'une nécessité d'un parcours médical, sont bloqués par la psychiatrie pour obtenir des droits à une médicalité de leur transidentité. Et donc en fait, ce qui réunit les fous, ce qui fait, parce que la population, malheureusement, des fous, c'est une population qui est très, très hétérogène et qui est composée vraiment de tout un tas d'individus. Mais en fait, ce qui nous lie, c'est cette question de marginalité, cette question de déviance, cette
cette non-reconnaissance de nos existences comme étant logiques. Et c'est pour ça qu'on va retrouver donc pendant tout un temps les homosexuels, encore aujourd'hui les trans, mais on pourrait, à l'époque, on avait encore les prostituées, on avait les libertins, on a tout, en fait, oui, les libertins, quand je mets les libertins, vraiment, je mets toute personne ayant un comportement sexuel qui ne va pas dans cette norme du hétérosexuel, du mariage, de l'enfantement, etc. Donc un libertin, au final, ça pouvait même être quelqu'un juste qui se masturbe, parce que même ça allait contre les normes du mariage et du couple et de la sexualité, en fait. Ça, Foucault aussi aura fait tout un travail sur ce qu'est la sexualité dans cette époque-là, et comment la sexualité a pu exister avec comment il y a pu avoir un croisement entre la sexualité et les normes sociales, et comment on a pu derrière, et ça la psychiatrie en a encore, toute une liste de déviances sexuelles. Et donc voilà, ce qui va participer de cette discrimination, en fait, c'est vraiment cette dénonciation de certains discours comme ne relevant pas de discours raisonnables, rationnels. Oui, enfin, je comprends bien, j'entends bien ce que tu dis. De toute façon, enfin, je pense que ce sont des critiques totalement légitimes, et c'est vrai que de toute façon, bon, Foucault a fait date, ça c'est sûr. Mais la chose que j'entends moins souvent, c'est qu'est-ce que vous imaginez pour le futur de même de la psychologie et psychothérapie à ce moment-là. On a des gens, par exemple, qui souffrent de dépression et qui souffrent. Est-ce qu'il ne faut pas les aider alors? C'est parce que la critique scientifique me semble totalement légitime. Et je pense que même beaucoup de psychiatres en ont conscience et font des efforts pour essayer d'améliorer leur discipline. Mais en pratique, finalement, par exemple avec les schizophrènes, je veux dire, il faut quand même quelque chose qui les prenne en charge, etc. Souvent, ils vont pas être capables de fonctionner en société normalement. Et je veux dire, qu'est-ce que vous prenez à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait en pratique? Alors, en fait, je pense qu'il y a deux éléments dans ta question qu'il faut distinguer. Il y a le premier élément qui est celui de la souffrance des individus, et deuxièmement, l'élément de la gestion des individus. C'est-à-dire que ta question, là, elle se positionne selon deux points de vue complètement différents. Celui du point de vue de la personne qui souffre et le point de vue des institutions qui gèrent les individus. Et bien évidemment que la réponse ne va pas être la même pour ces deux points de vue-là, parce que politiquement, ce n'est pas la même chose que de souffrir et avoir besoin d'aide que d'obtenir le monopole du soin. Et là-dessus, l'antipsychiatrie, ça fait très 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 longtemps qu'elle s'est déjà positionnée politiquement vis-à-vis de tout ça. Premièrement, on va commencer avec la question de l'individu. Ce que moi je trouve dramatique, c'est que quand on questionne et quand on critique la psychiatrie, et même plus généralement la santé mentale, j'observe une réelle détresse de la part de personnes qui souffrent, ou de l'entourage de personnes qui souffrent, parce que ces personnes ont tellement intégré le vocabulaire de la psychiatrie et de la santé mentale que quand on leur dit « Imagine, demain il n'y a plus de psychiatrie et de santé mentale », elles se sentent elles-mêmes supprimées, abolies dans cette revendication politique. Et elles ont l'impression, et c'est normal, parce que ça a été tout l'objectif aussi de la psychiatrie et de la santé mentale, ça a été de remplacer nos phénoménologies de nos folies, donc c'est-à-dire nos phénomènes subjectifs de nos expériences, par tout un discours hégémonique qui est celui de ce que Foucault appelait le savoir-pouvoir psychiatrique. Et ça, pour moi, pourquoi je trouve ça dramatique, c'est que la santé mentale et la maladie mentale, en fait, surtout la maladie mentale, ce n'est qu'une, et là je vais citer Thomas Schacht,
qui est un antipsychiatre, la maladie mentale, ce n'est qu'une métaphore de la souffrance humaine. Donc, c'est-à-dire que quand je peux dire frontalement, je suis pour une abolition de la psychiatrie, je ne suis pas en train de dire que je refuse de voir la souffrance de tout un chacun. Moi-même, je fais partie de ces individus qui souffrent. Par contre, ce que je dis là, c'est vous pouvez vous autodéterminer dans vos souffrances, dans votre vécu, dans votre façon d'exprimer votre vécu et vos souffrances, sans en passer par ce vocabulaire qui a médicalisé, pathologisé, remplacé l'ensemble de vos discours sur votre propre vécu en tant que personne qui souffre. Et je pense que ça, en fait, c'est quelque chose qui est primordial de reconnaître à l'antipsychiatrie, c'est que l'antipsychiatrie n'a jamais voulu ignorer, ça n'a jamais été son objectif que d'ignorer que nous souffrons, qu'il existe une souffrance humaine. Son objectif, c'est de dire cette souffrance n'a pas à être monopolisée par un savoir qui se veut médical, qui se veut scientifique et hégémonique, qui est celui que possède la psychiatrie. Et donc, l'antipsychiatrie, elle a toujours défendu des idées toutes simples, et je pense que ce sont des idées qui parleraient à n'importe qui, mais des idées de ce que l'on appelle donc de pair-aidance, donc pair, P-A-I-R, qui reviennent en fait à reconsidérer le soin. Et le soin, ça c'est le problème avec le français, c'est que le soin, ça recouvre deux choses. En anglais, on a une différence entre ce que l'on appelle le care, donc le fait de prendre soin de quelqu'un, avec le cure, le fait de chercher à guérir quelqu'un. En France, nous avons le même terme, ça s'appelle le soin. Et en fait, ce que revendique avant tout l'antipsychiatrie, c'est revenir à une forme de soin type care, donc prendre soin de ses proches, de son entourage, de ses amis, plutôt que le cure, ce que propose la psychiatrie. Et la seule condition de la psychiatrie, c'est celle-ci. Pour prendre soin des individus qui souffrent, elle met la condition que ce soit dans un objectif d'être soigné. Donc non pas de recevoir du soin, mais de guérir, de changer, d'être différent de ce que l'on est. Et donc, dans cette pair-aidance, on a des choses toutes simples qu'on remet au devant de la scène. Ça va être le faire communauté, donc avoir des proches, avoir un entourage, avoir des amis, se reconcentrer en fait sur ce qui fait que nous sommes des individus constitutifs d'une société et que nous pouvons exister, nous sentir utiles et nous sentir aimés par d'autres individus et créer comme ça des cercles dans lesquels on se reconnaît pleinement, on reconnaît notre existence pleinement. Et le problème, et là malheureusement je vais devoir revenir sur quelque chose de plus politique, c'est que cette question antipsychiatrique qui revient sur le care plutôt que le cure, elle remet en question tout notre modèle de soin, qui est un soin sous condition, parce que pour admettre qu'il faille prendre soin des autres et que nous avons le droit à ce que d'autres prennent soin de nous, et donc aussi de nos souffrances, cette conception-là, elle se confronte à un modèle capitaliste qui inscrit l'ensemble des institutions de soins comme étant des institutions qui visent à s'assurer, optimiser les populations comme des corps exploitables pour le capital. Or, le fait de prendre soin des individus va à l'encontre de toute cette dynamique, toute cette dynamique institutionnelle qui vise à assujettir les individus dès leur naissance au profit du capital, donc en s'assurant que chaque corps est maintenu en vie. Premièrement, donc ça va être par exemple le carnet médical que l'on a dès la naissance. On a un carnet de soins et les médecins vont s'assurer de la progression de l'enfant, s'il n'y a aucun problème, etc. Et ça va aller comme ça jusqu'à l'école, où on peut très rapidement segmenter les enfants qui peuvent suivre un parcours scolaire dit ordinaire, des enfants qui ne le peuvent pas et là vont passer dans un milieu protégé. Donc ça, c'est comme ça qu'il est appelé, le milieu protégé, mais qui est en fait un espace où on va exploiter différemment
ces futurs adultes handicapés, puisque les enfants qui partent dans le modèle ordinaire vont finir sur le marché du travail dit ordinaire, et puis ceux qui finissent dans la scolarité protégée finiront dans ce que l'on appelle les ESAT, par exemple, donc dans des milieux protégés, les ESAT étant les établissements de... Alors attends, chaque fois, je perds le terme, hop, ce sont les établissements et services d'aide par le travail. Et donc, ce que j'essaye de dire par là, c'est que nos vies doivent suivre ce courant institutionnel. Les institutions ont pouvoir sur ce que nous devenons en tant que sujet, en fonction de tout un tas de normes, en fait. Et la psychiatrie, elle a un rôle à jouer là-dedans. Et ça c'est historique, puisque la psychiatrie est venue s'insérer dans une faille juridique très particulière, qui est celle de ne pas pouvoir, qui, à l'âge classique, ne savait pas comment gérer les cas de crimes commis par des personnes qui, semblerait-il, seraient pleinement en possession de leurs moyens et parfaitement rationnels, mais auraient commis des crimes dont on n'aurait pas de motif, qui sembleraient complètement fous, donc complètement irrationnels. Et la psychiatrie est venue s'insérer exactement à cet endroit-là, parce que la justice, elle n'a, à cette époque, et c'est encore le cas aujourd'hui, elle n'a qu'un texte pour justifier qu'un crime a été commis en raison de la folie de l'individu, c'est la question de l'abolition ou l'altération du discernement. Or, il y a des individus qui n'ont pas du tout un discernement aboli, ou enfin en tout cas reconnu comme aboli ou altéré. Ces individus-là, qui paraissent tout à fait en pleine possession de leurs moyens et qui pourtant ont commis des actes monstrueux, qu'est-ce qu'on en fait? Et la psychiatrie vient s'insérer à cet endroit-là précis pour proposer un savoir médical qui va permettre à la justice d'opérer tout son travail judiciaire. Et donc, grâce à cet échange, la psychiatrie va gagner en pouvoir et être ce qu'elle est aujourd'hui. Et on trouve des traces de cette histoire judiciaire, juridique de la psychiatrie dans ce que l'on a encore aujourd'hui comme étant la liste des troubles de la personnalité. En fait, c'est ça, hein, c'est ce vestige-là qu'on a de cette époque où il fallait donc, pour catégoriser les criminels, on ne pouvait pas encore dire qu'ils avaient des maladies, on parlait juste de monomanie, c'était pratique, on disait monomanie homicide ou monomanie auto-homicide pour parler juste de crise de folie. Et donc après, on a pu créer derrière tout un tas de catégories de personnalités pour justifier de l'irrationalité de la raison de ces individus qui commettent des crimes qu'on ne comprend pas. Bon, je m'en vais peut-être un petit peu loin, mais je m'éloigne peut-être un petit peu de ta question initiale. N'hésite pas à me dire. Oui, non, mais sinon, si c'est clair. Enfin, c'est clair dans la mesure où je comprends que c'est vrai que ça demanderait un changement de société assez important pour qu'on puisse pour pouvoir vraiment acter ce genre de projet, quoi. Parce que c'est vrai que les idées d'antipsychiatrie, elles sont, enfin voilà, c'est des choses qu'on entend depuis un certain temps, mais c'est vrai que l'impact que ça a, je ne sais pas tellement sur la discipline. J'imagine que, enfin bon, évidemment au départ, ce que ça a eu comme impact, c'est l'amélioration des conditions de vie dans les asiles d'aliénés qui sont devenus des hôpitaux psychiatriques, et puis maintenant les centres dont tu parles. Donc c'est vrai qu'on a, par rapport au 19e siècle, ça a quand même pour changer. On n'enferme plus juste les gens comme ça. Mais même ça, tu vois, ça c'est contestable, hein. Parce qu'en fait, on a une vision aujourd'hui de la psychiatrie qui serait complètement désaliéniste, où on n'aurait plus ces fameux grands hôpitaux, donc ces grands asiles. Mais la réalité, c'est que ces asiles existent toujours. C'est juste qu'ils ont été recouverts par tout un tas de couches plus ou moins psychiatriques, qui d'ailleurs, donc moi là-dessus, c'est moi ce que je considère en fait, c'est qu'il y a un continuum de la psychiatrisation qui va de la santé mentale. Donc ça, pour moi, la santé mentale, ça concerne les personnes, je vais réutiliser les termes de Foucault, mais les personnes disciplinées, c'est-à-dire celles qui souffrent, mais qui correspondent encore aux normes disciplinaires de la société. Et donc, dans ce continuum, on va passer de la santé mentale à un moment donné à la psychiatrisation. Et là, la psychiatrisation, qui est un univers en fait que la majorité des individus ne connaissent pas, c'est ce lieu qui en fait n'a jamais quitté les théories asilaires.
pour faire simple, le grand problème et la grande réussite pour moi de la psychiatrie, c'est au moment où la santé mentale est arrivée, donc dans les années 50, 60 en France. À ce moment-là, il va y avoir un grand bouleversement que l'on appelle la sectorisation. La sectorisation, c'est plutôt que d'avoir un grand asile, justement, un grand hôpital unique, on va exploser ce grand lieu d'enfermement en diverses unités qui vont recouvrir diverses réalités de psychiatrisation. Donc on va avoir ce que l'on connaît le plus, l'hospitalisation libre, celle où tout individu qui, à un moment donné, a peut-être des idées beaucoup trop sombres pour penser pouvoir être encore en vie le lendemain, va faire appel, donc il va aller en hospitalisation libre. Mais le problème, c'est que, eh bien, il existe encore toutes ces unités asilaires d'hospitalisation sans consentement. Et là, tu vois, ça va revenir sur ta question de qu'est-ce qu'on fait de ces individus qui n'auraient pas un comportement socialement normal, un comportement qui dérange la société, comme ce que tu avais dit avec les schizophrènes. Eh bien, ceux-là vont toujours répondre à une logique asilaire. Et quand tu disais, oui, mais on s'est amélioré, maintenant, on n'enferme plus comme ça de façon arbitraire, eh bien, malheureusement, c'est toujours le cas. Parce que l'enfermement sous avis du préfet, c'est toujours possible. La police envoie toujours des individus récupérés dans la rue et peut les envoyer directement en psychiatrie, voire un psychiatre pour une hospitalisation sans consentement. L'hospitalisation sans consentement, c'est une réalité asilaire qui est toujours rendue possible, soit sur avis du préfet, soit sur avis des psychiatres, soit même sur avis de la famille. Demain, si je le souhaite, je peux faire enfermer un proche. Et ce pouvoir, réparti dans différentes sphères de la société, il donne un pouvoir monstrueusement arbitraire sur qui on peut enfermer et qui a le droit d'exister librement. Et les unités qui, du coup, pour donner des noms d'unités qui existent, on a la plus connue, les UMD, les unités pour malades difficiles. On a aussi les USIP, si je ne me trompe pas. Voilà, les unités de soins intensifs psychiatriques, en sachant que les USIP ont remplacé en fait un ancien terme qui était les UMAP, c'est-à-dire les unités pour malades agités et perturbateurs. Donc je pense que c'est assez significatif d'ailleurs de voir le nom que prennent ces unités. Et tout ça, en fait, c'est un monde que la majorité d'entre nous ne connaissent pas. Ou peut-être que certains d'entre nous, en milieu libre, ont peut-être entrevu, parce que très souvent, en fait, les unités de soins non consentis peuvent se trouver juste à côté des unités de soins consentis. Et il y a quelque chose qui est très connu par les psychiatrisés, c'est la menace de se retrouver dans une forme de soins sans consentement, même en étant dans un modèle de soins consentis. Et on peut aller maintenant encore plus loin sur cette question des unités, cette question du soin sans consentement. C'est le soin sans consentement lui-même qui recouvre, au-delà de juste la médicalisation, donc la prise de médicaments, disons, imposée aux malades, il y a ce que l'on appelle l'isolement et la contention. Et l'isolement et la contention, ça existe encore aujourd'hui, et pourtant c'est une pratique qui date de bien avant les asiles. Et ça, c'était justement ce que l'année dernière j'avais relevé, la question de la camisole. Certes, la camisole n'existe pas aujourd'hui, quoique, il paraît que la camisole est parfois encore utilisée en France, mais la camisole, bien évidemment qu'elle n'a pas besoin d'être utilisée, puisqu'elle a été remplacée par la contention mécanique, c'est-à-dire l'usage de sangles apposées à un lit médical qui peuvent retenir les 4 membres, donc les poignets et les chevilles, voire le torse en plus. Et quand ce n'est pas les sangles, ça peut être carrément des draps composés d'une certaine manière qui empêchent aussi le mouvement et la sortie du lit. Et ce que l'on entend aussi très souvent de la part des psychiatrisés, c'est ce que l'on appelle la contention chimique, qui en fait est tout à fait réelle dans sa dénonciation, c'est-à-dire que il y a un objectif de la psychiatrie à utiliser tout un tas de médicaments
et en premier lieu les neuroleptiques, comme avec cette prise de médicaments, en fait, ils cherchent à répondre à un objectif très précis qui est celui de calmer l'agitation. Mais qu'est-ce qu'on met dans l'agitation? Parce que moi, je les ai vus, les psychiatrisés qui s'agitent parce qu'on ne les a pas respectés et qui se voient menacés d'une prise forcée de médicaments. Donc, soit il accepte un minimum et ça passe par une prise orale, soit il n'accepte pas du tout et ça passe en injection. La question de ce que l'on appelle l'agitation, pour moi, est primordiale et elle est politique parce que avant la psychiatrie, la question de l'agitation était déjà un problème politique puisque des médecins se sont penchés sur, par exemple, la pathologisation d'opposants politiques à un gouvernement. Et ça, c'est primordial de le comprendre, au regard en plus de notre actualité, c'est d'entendre que ce que l'on peut mettre derrière l'agitation, notamment quand en plus de ça elle est pathologisée, c'est tout un tas peut-être, bien souvent, de comportements visant à se protéger, se prémunir, revendiquer des droits, faire front, faire face à tout un tas de violences, qu'elles soient symboliques ou discriminatoires. En fait, l'agitation, bien souvent, elle prend racine dans un rapport de force où l'agité est placé de facto comme une personne problématique, malade, dysfonctionnelle, dangereuse, alors que dans ce rapport de force, il y a peut-être autre chose à aller chercher que la simple stigmatisation par l'agitation, qui est de quelle est la violence qui a poussé à la violence cet individu. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que moi, j'avais fait même un travail bénévolement dans un endroit qui s'occupait de schizophrènes à une époque, et c'est vrai que c'est impressionnant. Les médicaments, ça peut vraiment être une camisole chimique où ils sont, ils savent plus rien faire, quoi, après, avec ce qu'on leur donne, quoi. Mais bon. Vas-y. J'allais dire tout simplement que ce sont des traitements qui sont très très lourds et dont l'efficacité observée n'est que une observation de l'agitation. C'est-à-dire que ce qu'on considère comme étant efficace avec les neuroleptiques, c'est la gestion de l'agitation. Mais quand tu as un zombie face à toi, est-ce que tu peux réellement dire que le traitement a une efficacité sur la schizophrénie? Non, uniquement sur ses manifestations. Et les manifestations les plus dérangeantes. Parce que le schizophrène, s'il continue à entendre des voix qui peuvent potentiellement lui poser problème, c'est pas là-dessus que la psychiatrie va agir. Non, tout à fait. Oui, juste parce que tu as mentionné donc l'événement, enfin le truc du REC là, il y a en 2022 avec la camisole. Je suis pas certain de bien comprendre quelle était la nature du problème. Donc, évidemment, je comprends la nature du problème des camisoles de force, mais pour toi, quelle est la nature du problème quand on représente une camisole de force sur une scène de théâtre? Enfin, c'est ça. En fait, alors déjà, j'ai fait une vidéo qui peut intéresser si des personnes souhaitent comprendre du début à la fin quelle a été cette histoire de la dénonciation de la camisole sur scène au REC 2022 et quelle a été l'analyse que j'en ai tirée a posteriori de ma dénonciation. Premièrement, je vais essayer de faire court du coup ici et pour juste permettre ce renvoi vers cette vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube. C'est qu'il y a dans toute représentation toujours une question de discours. Quel est le discours qui est porté à ce moment-là sur scène dans cette représentation de la camisole? Parce que en soi, et ça je le dis bien dans ma vidéo, c'est pas tant la camisole qui me choque à ce moment-là. C'est plus tout le discours et toute l'imagerie qui est donc l'imagerie asilaire qui est employée à des fins humoristiques qui là, moi, me pose problème. Le souci que j'ai observé dans ce sketch, c'est que il est question de dépeindre. Donc, je vais commencer Bon, allez, je vais essayer de ne pas donner des noms. Donc, il est question de dépeindre un personnage qui serait hors de lui, qui serait dangereux,
qui souffrirait de, à ce moment-là, donc en gros, d'un phénomène qu'on appelle de cancel culture, hein, d'annulation par une tribune populaire sur les réseaux sociaux, et qui, souffrant de ce boycott en masse contre lui, se retrouverait avec des comportements complètement dangereux et incohérents. Et là, déjà, il y a un problème, c'est ce que j'ai exactement dit au tout début de notre entretien. C'est cette idée tenace selon laquelle il existe des individus dangereux sous prétexte qu'ils perdraient la tête, sous prétexte qu'ils ne seraient plus rationnels, et que la seule solution pour ces individus, c'est de les contrôler, c'est de les contraindre. Donc là, nous avons la camisole, c'est de les infantiliser. Dans le sketch, on a eu tout un tas de discours infantilisants et de gestes qui rappellent le paternalisme qui lui est imposé en raison de sa folie. Et bien évidemment, donc, c'est cette opposition entre une pensée saine et une pensée malade qui peut potentiellement être ramenée à la maison ramenée à la raison, et si ce n'est pas le cas, qui peut être maintenu au mieux. Donc, ça a été, par exemple, de dire qu'il fallait qu'il prenne ses traitements. Est-ce qu'il a pris les bons traitements? Est-ce qu'il peut quitter la scène? Est-ce qu'on peut le sortir de la scène parce qu'il ne semblerait pas capable de sortir lui-même de cette scène? Bref, toute une image de ce que serait la folie, uniquement et une image cliché, stigmatisante, dramatiquement stigmatisante, pour illustrer un propos initial qui n'a rien à voir avec un discours sur la folie, le discours des psychiatrisés, puisque c'est un discours qui se positionne comme extérieur à la folie, comme extérieur au vécu des fous. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé particulièrement violent, c'est de me retrouver confrontée à une scène que je connais, que j'ai vue, moi, en hôpital psychiatrique quand j'y ai été, où on se permet de penser à la place du fou, on se permet de choisir le moindre mouvement du fou, et où on empêche le fou de s'exprimer sous prétexte qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Je l'ai vu, toute cette autorité qui va jusqu'à la contention et l'isolement. Et moi, c'est ça, en fait, qui m'a particulièrement choquée. C'est, en fait, l'usage d'un fantasme asilaire qui ne fait que perpétuer un stigmate mortifère, grave, selon lequel il y aurait des individus dont les discours n'ont pas à être entendus parce que ces discours seraient irrationnels, déraisonnables. Ok, ouais, je comprends bien, ouais, ça me paraît clair. Bon résumé, je suppose, de ta vidéo. Ouais, j'espère. C'est vrai que c'est assez complexe. Hein. Oui. Écoute, oui, on a... Enfin, le temps passe, donc oui. Mais je pense que c'était fascinant et que ça a donné à réfléchir aux auditeurs. Et puis voilà, oui, tu peux renseigner ta chaîne pour les gens qui voudraient aller plus loin dans la réflexion. Oui, bien sûr. Alors, je vais donner plusieurs liens, disons. Donc moi, on me retrouve sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Xanaria, Xanaria. Et à travers ce pseudo, vous pouvez retrouver donc déjà, effectivement, ma chaîne YouTube, même s'il n'y a que 2 vidéos. Mais vous pouvez aussi retrouver maintenant mon blog, xanaria.org, qui va essayer d'un petit peu de recenser un maximum d'articles que je vais essayer de rédiger pour concentrer ce que je peux dire à la fois sur Twitter, donc pareil, Xanaria sur Twitter, où je vais souvent faire des threads ou des analyses, où je vais revenir sur des concepts psychiatriques et de santé mentale. Et enfin, on peut me retrouver donc aussi sur Twitch, pareil, Xanaria, mais cette fois-ci avec 2 underscores, après mon pseudo. Où là, par contre, on va un petit peu plus loin sur les réflexions, donc soit carrément en allant lire des choses, des articles, des bouquins, etc., soit en engageant des discussions entre psychiatrisés
et en essayant d'aller plus loin dans la réflexion, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est au-delà de uniquement disons la recherche scientifique, c'est toute la philosophie qu'il faut, toute la critique philosophique qu'il faut avoir sur la psychiatrie et la phénoménologie des psychiatrisés. Super. Moi, écoute, moi j'ai trouvé ça très intéressant. En plus, maintenant, pour le moment, je lis pas mal de philosophie de la psychiatrie. Bon, pas forcément dans le courant antipsychiatrique, juste de philosophie de la psychiatrie en général, mais où ils discutent justement des questions des problèmes de diagnostic, etc. Donc, ça rejoignait à fond son intérêt actuel. C'est intéressant. Enfin bon, bref, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Merci beaucoup d'être venu sur Scepticisme scientifique. Mais je t'en prie, avec plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est dans la boîte. Yes, merci beaucoup. De rien. Et quand tu veux, on fait la même chose sur la santé mentale. Hein, parce que je peux te dire, si tu as des aficionados de la psychanalyse, j'ai pas mal de choses à te dire sur le problème de la santé mentale au regard de ces concepts psychanalytiques. Ouais, parce que tu brassais tellement large que... J'avais tout prévu. Hein. Ouais, je vois ça. Mais je suis un peu partie du coup, un peu dans tous les sens. J'espère que... Oui, mais c'est bien. Je veux dire, comme ça donne des pistes de réflexion. Hein. C'est après aux auditeurs aussi d'aller voir ce qu'on ailleurs, aller plus loin. Hein. Et puis effectivement, on pourra discuter, c'est sûr. Hein. Avec grand plaisir. Allez, merci, à une prochaine. Ciao, ciao. Oui, bye bye. Bonne journée.